Bonjour Monsieur le Préfet. Bonjour Monsieur Samari. Merci d'être avec nous ce samedi matin sur Objectif Gare. Bon, la question un peu centrale de ce matin qu'on avait envie de poser au préfet du département, quelle est la situation précise liée au coronavirus dans le Gard ? Elle évolue dans le même sens que ce que vous a indiqué Claude Rolls. Je lis toujours avec plaisir Objectif Gare, donc j'ai lu les déclarations de Claude Rolls dans Objectif Gare d'hier, d'hier vendredi. Forcément, nous travaillons en étroite liaison avec Claude Rolls, le délégué départemental de l'Agence régionale de santé. Vous ne serez pas étonné que mes propres déclarations soient à peu près du même ordre que les siennes. Les chiffres, on est à un taux d'incidence qui reste l'indicateur majeur, c'est-à-dire le nombre de personnes sur 100 000 habitants qui sont effectivement atteintes du virus, qui est effectivement supérieur à 130. Le dernier chiffre était à 134, donc c'est un chiffre très élevé. Et oui. Ce qui me préoccupe, alors on a aussi un taux de positivité qui est mauvais, qui est supérieur à 10%. Ce sont de très mauvais chiffres et qui effectivement me préoccupe pour deux raisons. La première, c'est que désormais, ce qui n'était pas encore le cas au début de la semaine, j'ai fait une réunion à l'intention des décideurs de ce département, des parlementaires, du président du conseil départemental, des grands élus des établissements publics de coopération intercommunale, des présidents des chambres consulaires, des maires, maires ruraux. Donc il y avait vraiment une majorité de décideurs du département en visioconférence. Et c'était lundi, ça fait peu de temps. Et pourtant, les chiffres qu'on a aujourd'hui sont bien plus mauvais. Et à ce moment-là, lundi, nous étions certes avec des mauvais chiffres, mais à peu près à la moyenne nationale. L'élément nouveau qui s'est déclenché cette semaine, malheureusement, c'est que nous sommes en train de dépasser largement la moyenne nationale. Et le deuxième point d'inquiétude, c'est qu'effectivement, ce faisant, nous nous rapprochons dangereusement, ça fait quelque temps que je le dis, nous nous rapprochons dangereusement des conditions pour être classés dans la catégorie supérieure, celle de l'alerte dite renforcée. Nous avons des chiffres qui sont très comparables à ceux du département de l'Hérault. Donc imaginez qu'on risque de passer en alerte renforcée avec les contraintes qui s'y attachent, c'est pas malheureusement de la science-fiction. Oui, forcément, et en plus, il y a, on le disait, plusieurs indicateurs. Certains sont très proches de ceux de Montpellier, et on sent que Montpellier, aujourd'hui, est dans une situation compliqué, les Bouches-du-Rhône également, en tout cas Marseille, et nous on est un peu coincés entre les deux, donc notre situation elle est assez défavorable ces derniers jours en particulier, et en plus on est coincés quand même entre deux départements qui sont dans une situation beaucoup plus grave. Oui, vous avez bien résumé la situation, et mes deux collègues préfets qui sont en même temps des amis m'ont alerté parce qu'ils sont très conscients d'une part qu'il peut y avoir des effets de report, c'est-à-dire que c'est pas la peine d'avoir beaucoup d'imagination pour se dire que si vous habitez la Grande Motte et que les bars sont fermés ou ferment très tôt et que vous avez quelques mètres à faire pour vous trouver au Gros du Roi, vous n'hésiterez pas à franchir la limite administrative. Idem du côté de Lunel, évidemment, et même quand on est à Montpellier, me fait observer mon collègue de l'Hérault, c'est pas bien loin d'aller au Gros du Roi, par exemple. Donc effectivement, il y a ce premier problème qui est l'effet du report, effectivement, des phénomènes voisins, entre deux départements classés très très mal avec des mesures très contraignantes, oui. Et nous qui sommes un cran au-dessous. Et puis effectivement, il y a un deuxième sujet qui est l'intelligibilité des mesures par nos concitoyens. C'est-à-dire que je comprends très bien que l'habitant moyen du Gard ne peut pas avoir sans arrêt dans sa poche une carte administrative du Gard pour dire mais où suis-je ? Est-ce que je suis dans le Gard ? Est-ce que je suis dans les Bouches-du-Rhône ? Est-ce que je suis dans l'Hérault ? Est-ce que je suis dans le Vaucluse ? Comme les règles ne sont pas les mêmes, c'est le reflet de la situation, de la situation sanitaire, certes, mais pour l'habitant moyen, il a l'impression qu'il est soumis aux caprices des préfets. Sachant d'autant plus qu'on a des Nîmois qui travaillent à Montpellier et qui y vont tous les jours et qui reviennent dans le département du Gard le soir à leur domicile. Et vous avez le Vaucluse aussi, donc tous ces brassages de population, on comprend que les gens s'y perdent. Oui. Est-ce qu'au milieu du pont, je dois remettre un masque, l'enlever ? C'est ça. Je me rends compte que pour la vie quotidienne de nos concitoyens, ces politiques différenciées selon les départements sont difficiles à vivre. La question concerne également les services de réanimation. On a le sentiment que dans le département du Gard, ça progresse là aussi. Est-ce qu'on n'en est pas encore au stade, bien évidemment, de la saturation, mais est-ce qu'il y a des motifs d'inquiétude pour les prochains jours et les prochaines semaines ? Oui, malheureusement, oui. Vous allez dire que je suis l'oiseau de mauvais augure permanent, mais je ne peux pas dire autre chose. Vous avez vu qu'il y a eu une conférence de presse faite il y a quelques jours par les autorités du CHU de Nîmes.
Claude Rolls a répondu à des questions que vous avez posées sur ce sujet aussi. La situation est claire. Si on tient compte du contingent que l'on estime réservé au Covid sur nos lits de réanimation, il est déjà atteint. C'est-à-dire que c'est une saturation théorique. C'est par rapport au quota. C'est-à-dire on se dit, il n'y a pas que le Covid comme maladie, donc on va donner un certain nombre de lits, de l'ordre d'un peu plus de 30% pour le Covid, et puis on va voir, normalement ça devrait suffire. Sauf que là, maintenant, ça ne suffit pas. Donc en clair, ici, dans le Gard, nos hôpitaux sont amenés à déprogrammer des opérations et à libérer autant qu'ils peuvent le faire. Ça a déjà commencé. C'est déjà commencé, oui. C'est déjà commencé. Donc oui, il y a des motifs d'inquiétude. C'est pas quelque chose pour l'avenir, c'est notre présent, malheureusement. Au vu de ce que vous annoncez, monsieur le préfet, est-ce que vous réfléchissez à des restrictions renforcées sur le département du Gard pour les prochains jours ? Bon, je pense à ce sujet en permanence, je ne vous surprendrai pas, mais je ne suis pas en train d'échafauder tous les matins des mesures qu'on pourrait prendre. On travaille en étroite liaison avec l'Agence régionale de santé. Mon sentiment pour le moment, c'est que j'ai déjà pris beaucoup de mesures. Elles sont tout à fait comparables à celles qui ont été prises dans les départements voisins, à situation comparable, évidemment. Bien sûr, on est d'accord. Si j'étais à Marseille, je prendrais des mesures plus fortes, ou à Montpellier. Bon. Mais disons que quand ils étaient à notre stade, ils prenaient les mêmes mesures que nous prenons nous. Mon collègue du Vaucluse, qui est à peu près à notre stade, prend à peu près les mêmes mesures que nous. Donc c'est pas tellement de ce côté-là qu'il y a des pistes de progrès. Même si on pourrait peut-être anticiper pour éviter de se retrouver dans la situation Oui, alors de ces départements qui sont beaucoup plus en risque. Vous avez raison, mais on n'a pas trouvé le remède miracle. C'est-à-dire que le seul département, c'est pour ça que je me suis arrêté sur son cas, et ça a été vrai que momentanément, parce qu'aujourd'hui, j'allais vous parler du cas du département de l'Hérault, de nos voisins héroltais, pour lequel, pendant à peu près 2 semaines, les chiffres ont baissé de façon spectaculaire, puisqu'il y a 2 semaines, ils étaient en tête de la région, carrément, même devant la Haute-Garonne. Et puis, ils sont descendus. Je parle du taux d'incidence, des autres indicateurs. Alors, j'ai évidemment demandé à mon collègue et ami comment il avait fait. Il m'a dit, j'ai fait beaucoup de contrôles moi-même, pas tout seul, bien entendu, avec les policiers, les gendarmes, les autorités municipales. Donc, je m'inspire de cette méthode. Cette nuit, je suis allé aux côtés des policiers faire des contrôles. Dans la ville de Nîmes, on en fera d'autres. J'en ferai d'autres avec les gendarmes, avec les policiers. J'ai demandé à mes sous-préfets d'en faire aussi, pour explorer cette voie. Je l'avais annoncé d'ailleurs, en annonçant les mesures que j'ai prises, j'avais dit je vais faire plus de contrôles. Donc voilà. Mais prendre d'autres mesures pour le moment, non. La limite, évidemment, je ne les prendrai pas d'abord parce que pour les raisons que je viens de vous dire, et puis aussi parce que j'ai pris, mais je sais que c'est un sujet dont on parlera probablement, j'ai pris vis-à-vis au moins des hôteliers de l'UMI que j'ai rencontrés, l'Union des métiers et de l'industrie hôtelière, et j'ai pris un engagement qui est de ne pas prendre d'autres mesures intéressant les bars et les restaurants sans qu'on en ait parlé auparavant, puisque je pense qu'effectivement, il faut d'abord que j'en discute avec eux, bien entendu. Alors, la limite à tout ça, au fait que j'ai pas envie de prendre d'autres mesures, au fait que je souhaite, si je dois en prendre, discuter avec les intéressés d'abord, c'est évidemment si notre classement évolue. Si demain, comme c'est arrivé avant-hier, jeudi à Montpellier, si demain il est décidé au niveau national par cet organisme, cette République de France qui est totalement indépendant, qui ne dialogue pas avec les préfets, c'est un organisme, ça tombe automatiquement, on vous prévient, voilà, c'est comme ça. Donc si en principe ces changements de cartes se font comme vous l'avez vu le jeudi, c'est le ministre de la Santé qui les annonce. Sur les bases actuelles, et à moins qu'on arrive à obtenir des chiffres un peu meilleurs dans les jours qui viennent, à mon avis, à jeudi prochain, nous serons dans les clous, si j'ose dire, et je le regrette, pour être classé dans la catégorie alerte renforcée. Et si ça se produit, il y a alors des mesures automatiques, que ça me plaise ou non, que je vais devoir prendre. Fermeture des bars à 22h, et puis des mesures plus restrictives pour les restaurateurs également, et un abaissement de la jauge également, notamment à 1000, et en particulier, on pense à ça du coup, et c'était l'une des questions que je voulais vous poser aussi, elle est liée bien évidemment à la rencontre du Nîmes Olympique contre le Paris Saint-Germain, même s'il y a de grandes chances qu'il y ait beaucoup moins de supporters du Paris Saint-Germain qui descendent jusqu'à Nîmes. Est-ce que quand même sur un match comme celui-là, vous vous posez la question de dire est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à faire un match à huis clos ? Honnêtement, pour le moment, non. Pour vous répondre clairement, je n'envisage pas de prendre cette mesure. Maintenant, j'ai été honnête avec vous. Si le classement change jeudi prochain, alors le match est le vendredi. Oui, je sais. Alors jusqu'à maintenant, vous l'avez vu, quand les mesures ont été annoncées jeudi par le ministre, il a dit ça prendra effet lundi. Ça a été le cas pour le changement samedi précédent. ou le lundi qui suit. Donc, ce qui veut dire que probablement, même si le ministre a annoncé jeudi un changement de catégorie pour notre département, le vendredi, on continuera à appliquer les mêmes règles.
Moi, je ne vois pas pour le moment l'utilité de prendre une mesure de restriction de jauge. J'ai été effectivement récemment voir un match de hand où il y en était plus de 1000, en effet, avec beaucoup de précautions qui étaient respectées. Bon, je connais bien le Nîmes Olympique et ses responsables, qui sont des gens très sérieux, je sais qu'ils feront les choses bien. Non, sur la question précise, réponse précise, pour ma part, je n'envisage pas d'abaisser la jauge de ce match. Après, effectivement, il peut y avoir des décisions nationales qui tombent plus vite que prévu. C'est pas impossible. J'ai dit que c'était le jeudi, mais ça peut être avant. Hein. Donc, effectivement. Il y a des choses qui m'échappent. Vous parlez de l'USAM. Effectivement, vous avez assisté au match mercredi dernier pour le derby contre Montpellier. Là aussi, bien évidemment, la jauge était limitée en raison du coronavirus et puis liée aussi au fait que l'enceinte est fermée, à la différence d'un stade en plein air. Est-ce que vous considérez que là, les mesures ont bien été respectées, que tout le monde a été plus ou moins discipliné, enfin même plus que moins discipliné ? Franchement, oui. J'apprécie beaucoup David Tebib et son équipe, le travail formidable qu'il a fait pour monter une équipe de hand très compétitive sur Nîmes. Ça a été un très beau match, malheureusement perdu de justesse par les Nîmois, mais je suis sûr qu'ils se rattraperont. Honnêtement, en mettant de côté les éléments personnels de considération, d'estime que j'ai pour David Tebib et son équipe, je trouve, pour répondre à votre question, en effet, qu'ils ont bien respecté les préconisations que j'avais demandées. Et qu'on était vraiment dans les clous de ce qu'on peut souhaiter pour un spectacle de cette nature. J'avais imposé un certain nombre de choses. J'ai vu, j'ai pas vu de personne qui ne portait pas le masque dans les tribunes, dans la réception d'après-match. Donc, je crois que les conditions étaient bien respectées, oui. Un mot également, suite à la manifestation, on y a touché du doigt il y a quelques instants, la manifestation des corps de métier qui sont extrêmement inquiets. Parler de l'UMNI bien évidemment, les restaurateurs, les hôteliers. Quel est le message ? Vous les avez rencontrés ou en tout cas vous leur avez précisé que vous prendriez des décisions mais qu'en amont vous l'évoqueriez avec eux. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Quel est le message que vous voulez porter dans cette situation qui est forcément très compliquée, bien évidemment, parce que l'attention est portée sur vous et sur les décisions. Je suis tout à fait conscient que leur situation est compliquée. Et cette nuit, d'ailleurs, en faisant cette opération de contrôle avec les services de police dans Nîmes, j'ai vu plusieurs patrons de bar avec qui j'ai discuté et j'ai vu à quel point c'était compliqué. Et aussi, j'ai vu leur bonne volonté. Je l'avais constaté déjà à l'occasion de la feria. J'avais rencontré avec monsieur le maire de Nîmes, à la mairie de Nîmes, les cafetiers, les tenanciers de bar de Nîmes, juste avant la feria. Et j'avais rencontré des gens responsables. J'avais été là aussi faire des opérations de contrôle et j'avais constaté, même dans la fameuse rue Fresque, que les règles étaient respectées dans l'ensemble. Vous trouvez toujours des exceptions. Bien sûr, cette nuit, dans l'opération qu'on a menée, on a été amené à dresser un certain nombre de procès-verbaux pour non-port du masque. Mais honnêtement, c'était une minorité. Et, on peut pas dire qu'on ait rencontré des gens partout qui ne portaient pas le masque. Ce n'est pas vrai. Donc ce que je leur ai dit, ce que je veux leur dire, c'est ce que j'ai dit à leur président, M. Allegrini, qui est venu me rencontrer, au président de l'UMI, donc avec le président Éric Giraudier de la Chambre de commerce, c'est que je suis très conscient, effectivement, du préjudice qui leur est apporté. Je suis très conscient, je viens de le dire, des efforts considérables qu'ils font pour respecter les protocoles sanitaires. Et je suis conscient qu'ils perçoivent la situation actuelle comme une injustice parce qu'ils ont l'impression de faire d'énormes efforts et de ne pas être payés en retour, qu'on s'acharne toujours sur eux. Bon, alors, il n'y a pas un acharnement, ni de ma part, ni de la part de mes collègues, sur le secteur des bars et des restaurants. Le ministre de la Santé l'a dit à son niveau aussi. Hein. Oui. Le problème, ce n'est pas l'activité en elle-même, c'est tout ce qui génère ce qu'on appelle un brassage de population. Donc évidemment, c'est sûr que, par hypothèse, un bar, un café est un lieu de convivialité, et aussi bonnes que soient les précautions que l'on prend. Donc, en tout cas, les mesures qui sont prises, je ne vais pas revenir dessus, elles sont en vigueur, qu'ils en pensent du mal ou du bien, que j'ai bien fait ou mal fait, c'est fait. Pour l'avenir, l'engagement que j'ai pris, c'est effectivement de ne pas prendre d'autres mesures sans en discuter préalablement avec eux. Alors après, j'aurai plus ou moins de marge de manœuvre. Et je le répète, si le classement du département évolue, s'il est classé en alerte renforcée, ça va s'imposer à moi. Très vite, j'aurai quelques jours de préavis, sans doute un week-end, pour pouvoir prévenir tout le monde, mais à l'arrivée, on sait ce qu'il en est. Il faut de toute façon fermer les bars à 22h, vous l'avez indiqué tout à l'heure, par exemple. Hein. Donc, mais pour ceux qui dépendent de moi et dans les jours qui viennent, je ne prendrai pas de mesures de ma propre initiative. D'abord, je n'en ai pas l'intention pour le moment et je n'en prendrai pas, si je dois en prendre, sans avoir d'abord rencontré les professionnels. C'est ce que je peux leur dire.
Un dernier mot, parce que le mois de septembre a été marqué, bien évidemment, cette rentrée elle est marquée par la crise sanitaire, mais elle a aussi été marquée par les intempéries dans les Cévennes. On pense aussi bien évidemment à nos amis des Alpes-Maritimes qui ont vécu quelque chose d'extrêmement violent ces derniers jours, mais à la fois les habitants, les commerçants, tous les gens qui vivent dans les Cévennes et qui ont subi, on pense à Valleraugue, mais on pense bien évidemment à d'autres territoires des Cévennes. On en est où aujourd'hui ? Je sais que les services de l'État sont au rendez-vous et accompagnent chacun dans la reconstruction, ce qu'on peut appeler la reconstruction. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour ceux qui vont vous écouter ce matin et vous regarder ? Ce que je veux leur dire, c'est que je reste plus mobilisé que jamais. Je sais trop que ces événements, ça dure un jour. Vous avez toutes les chaînes de radio, de télévision qui arrivent, effectivement. Et puis après, vous l'avez dit très justement, l'événement des Alpes-Maritimes a été beaucoup plus violent. Nos pompiers, d'ailleurs, étaient présents au rendez-vous, oui. Dans des conditions brillantes, puisque c'est une équipe de sauveteurs en eau vive qui me disait le colonel Langlais, le directeur du service d'incendie et de secours du Gard, qui est arrivé à passer juste avant que les communications ne soient coupées et qui était parmi les rares sauveteurs sur place, au cœur des problèmes, et qui a fait un formidable travail. Donc nos pompiers ont été au rendez-vous aussi dans les Alpes-Maritimes. Tout à fait. Mais effectivement, l'événement, vous avez tout à fait raison de le dire, s'arrête pas le jour où les pompiers repartent, le jour où l'armée, qui a été précieuse, repart, le jour où les éléments de sécurité civile, qui ont été nombreux, repartent. Il y a beaucoup de travail encore à faire. Il y en a qui est fait. Je me tiens au courant. Vous savez, je continue par l'intermédiaire de mes sous-préfets à savoir si là où je suis passé, les travaux sont faits. Je crois qu'il y a eu un effort des collectivités territoriales, notamment du conseil départemental, qui a été remarquable pour être présent. On a sorti, vous l'avez vu, l'arrêté de catastrophe naturelle en 4 jours, ce qui est un record. C'est pas moi qui le dis. L'autre jour, c'est Denis Boile, le président du conseil départemental, désormais sénateur, qui disait qu'il n'avait jamais vu ça. C'est vrai que ça tient du livre des records. On peut difficilement faire plus vite. Mais ça ne s'arrête pas là. Là, cet après-midi, j'ai été au téléphone avec le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture pour la partie calamité agricole. C'est dire que le dossier est encore sur mon bureau, là, en ce moment même. J'essaie de le faire avancer de toutes les façons possibles. Nous allons avoir une mission d'inspection qui va venir avec 2 corps d'inspection nationale pour évaluer les dégâts. C'est l'opération, c'est la procédure classique. C'est un préalable pour que des fonds soient débloqués pour tout ce qu'on appelle les biens non assurables, mais ça fait beaucoup d'argent. Et là, il y a une aide de l'État importante, mais il faut d'abord qu'il y ait cette mission d'inspection. Elle arrive dans des délais très rapides, parce que parfois, j'avais déjà connu cet événement dans mon fonction précédente de préfet de la Drôme, et là, ça avait mis beaucoup de temps, plusieurs semaines pour qu'on sorte l'arrêté de catastrophe naturelle. Là, ça a mis 4 jours. Ça avait mis beaucoup de temps pour que la mission dont je viens de parler, qui était également intervenue, vienne sur place. Là, ils m'annoncent leur venue dans les jours qui viennent. Donc, effectivement, c'est assez exceptionnel. Ça permet d'avoir une vraie réactivité. On va tâcher d'aller très vite. On travaille avec la profession agricole. J'ai été dans quelques directeurs de cabinet il y a quelques minutes, mais on continue à travailler aussi pour essayer de trouver les meilleures bases d'indemnisation. Je sais qu'il y a urgence du côté des agriculteurs, tellement leurs biens ont été détruits. Donc en un mot commençant, nous sommes toujours mobilisés sur ce dossier. C'est un dossier qui est sur le haut de la pile dans mon bureau. C'est mon dossier prioritaire du moment, avec le coronavirus, hélas, mais ce sont mes 2 dossiers prioritaires du moment. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet, d'avoir été avec nous ce samedi matin sur Objectif Gare. Merci à vous, Monsieur Samary.